Comme un aigle qui passe, l'été avait fondu sur la grande plaine, où Oki, le bison nouveau-né, s'occupait à chercher sa mère et ne comprenait pas pourquoi il la confondait avec une autre. Aïbabo, l'autour des palombes, avait survécu à ses frères. Seule au monde, elle faisait sans aide l'apprentissage de son métier de chasseresse. Au cœur de la nuit, Abizi le coyote reculait devant un carcajou féroce qui lui disputait une carcasse. Ça, le jeune wapiti avait eu du mal à naître. Le temps avait passé. Bientôt, le jeune faon rejoindrait le troupeau de sa mère, Maok. Ici, l'été ne dure pas. Il ne prend que le temps de flatter les rocheuses et de réchauffer la prairie avant de repartir. Mais il ne dupe personne. Les animaux savent qu'il faut se dépêcher d'en profiter avant qu'il ne soit trop tard. Saa, le wapiti, vit avec sa mère, Maok, dans le troupeau des femelles et des faons nés au printemps. Le wapiti est le cervidé le plus imposant d'Amérique du Nord, après l'élan, et le plus grand représentant de l'espèce dite du cerf noble, le Cervus elaphus. Saa n'est âgé que de quelques semaines. Pour lui, chaque jour est extraordinaire. Pendant qu'il tâtait le goût d'une herbe, le jeune wapiti a perdu de vue sa mère. Isolés du troupeau, les faons deviennent vulnérables. Les loups sont leurs principaux prédateurs et assurent une bonne part de la sélection naturelle au sein de l'espèce. Dans certaines régions, les ours, eux aussi, s'attaquent aux faibles, aux jeunes, aux égarés. Heureusement, Maok est là, à proximité, qui broute et rumine, autant d'herbes que peuvent en contenir ses 4 estomacs. Saa s'égare encore quelques instants, mais il la rejoindra bientôt, juste à temps pour assister au spectacle de sa mère, réglant son compte à un intrus, malodorant. Toute griffe dehors, elles lui servent de pelleteuse, une moufette creuse son terrier. Sa présence indispose Maok. En février et mars, des moufettes mâles en rut s'attaquent parfois à de grands animaux. Mauvais souvenir. En tout cas, Maok semble savoir qu'il ne faut jamais laisser une moufette tourner le dos. Maok a piétiné la moufette avant que celle-ci ait eu le temps de lancer ses missiles. Normalement, et si on lui en laisse le temps, la moufette présente son arrière-train, frappe le sol avec ses pattes antérieures en guise de sommation et contracte 2 glandes situées de part et d'autre de l'anus pour expédier vers l'adversaire, avec une précision de tir extrême, un jet puant aux odeurs de soufre, d'ail, de caoutchouc et de poils brûlés. Le jet peut être réitéré 7 à 8 fois en quelques secondes. Quand elle ne s'occupe pas à chercher la bagarre, la moufette glane sa nourriture à même le sol d'une démarche lente et réfléchie. Un nid de poule faisane, garni de quelques œufs, lui fait un festin.
Plusieurs moufettes peuvent partager le même terrier et s'y retrouver entre deux repas pour se reposer ou pour se chamailler. En cette saison, cependant, rien n'est plus important que de repartir en expédition, en quête de calories. Lombriques, insectes, souriceaux ou tubercules. Le temps passe. Il faut se fabriquer la couche de graisse sans laquelle on ne pourra affronter l'hiver. Tous en sont là, les wapitis aussi bien que les moufettes. Ils doivent s'armer, se préparer à livrer la bataille du froid. L'été n'a fait que passer. L'automne est déjà là. Dernier sursis. Les mouflons mâles ont passé l'été à l'écart des femelles, dans leur propre pâturage, en petits groupes au sein desquels la taille de leurs cornes a déjà établi une hiérarchie. Il s'agit à présent de confirmer cette hiérarchie ou de la contester. Les béliers commencent à se disputer le rang de mâle dominant et prennent une option sur les femelles. Les duels consistent à s'éloigner d'une dizaine de mètres et à se ruer sur l'adversaire. Le choc est sonore et violent. Heureusement, une double couche osseuse au sommet du crâne protège le cerveau. Dans les forêts de feuillus, peu à peu, les arbres perdent leur parure. C'est là, en cette période de l'année, qu'Abizi le coyote a établi son territoire de chasse, délimité par des marques d'urine ou par des bornes olfactives déposées au moyen d'une glande située près de la queue. C'est là aussi, dans le sous-bois, qu'une faisane a formé dans les herbes, à même le sol, une cuvette dont elle a fait son logis, et où elle se tient sans autre protection que la discrétion de son plumage, plus terne que celui d'un mâle de la même espèce. Abizi est un opportuniste et même s'il préfère la viande, toute nourriture qui se présente lui convient, morte ou vivante, végétale ou animale, fraîche ou corrompue, poilue ou plumeuse. Le coyote est agile. Il ne se laisse surprendre ni par l'oiseau qui part en chandelle, ni par le lièvre qui détale. Il peut galoper à plus de 60 km à l'heure et sait jongler avec sa proie si celle-ci se débat. Sa seule faiblesse, un sommeil trop lourd, pendant lequel un ennemi peut le surprendre comme il a surpris lui.
la discrète faisane. Un jeune élan femelle, au Canada on dit aussi un orignal, se tient près de sa mère qui la protégera avec agressivité pendant encore plusieurs semaines. Un grand vagabond couronné de palettes et porteur de fanons majestueux a senti leur présence. Nous sommes en septembre, c'est l'époque où les mâles parcourent des dizaines de kilomètres à la recherche de femelles. Bientôt, ces dernières feront entendre leur brame nasillard, auquel ils offriront l'écho d'un mugissement rauque. Certains mâles peuvent porter des bois à plus de 40 corps, dont le poids dépasse 20 kilos. D'une démarche de princesse dédaigneuse, la mère et sa fille passent devant le prétendant qu'une seule chose obsède, les odeurs qui lui diront si le temps est venu de se reproduire. Contrairement à d'autres cervidés, l'élan ne cherche pas à se constituer un harem. Une seule femelle lui suffira pendant un certain temps. Il la gardera près de lui quand il aura vérifié par l'odeur sa disponibilité et acceptera volontiers, en attendant le sien, le petit de la saison précédente. Chez les wapitis, le concert du rut va commencer. Chaque mâle doit donner de la voix et sonner le clairon pour faire savoir aux femelles, comme à ses rivaux, qu'il revendique le pouvoir. Pendant l'été, les mâles ont paraissé et leurs bois ont grandi. Ils vont à présent s'introduire dans les groupes de femelles, où les plus forts s'approprieront 20 à 30 biches. Tous ne bénéficient pas des mêmes chances de se reproduire. Un jeune mâle a perdu au combat l'essentiel d'un de ses bois. La marque de la honte s'affiche sur son front et le dénonce aux yeux de ses pairs. Les forts, eux, manifestent leur vigueur en projetant sur le sol de puissants jets d'urine, en brassant la terre du bout de leur bois et en beuglant au vent. Ainsi font les puissants. C'est la promesse qu'ils font aux femelles. L'avertissement qu'ils lancent aux rivaux. Les Incas l'appelaient Puma, les Brésiliens le baptisèrent Cougar, les Nord-Américains le qualifient de lion des montagnes. Le plus grand félin d'Amérique, chasseur solitaire, est capable de prouesses. Saut mirobolant, allure rapide, course vertigineuse, mais c'est en économe qu'il gère ses efforts. Le Puma préfère l'affût, moins dispendieux en calories. C'est en essayant de se tenir immobile sur une branche que Sox, le puma, tente une embuscade au cerf de Virginie qui viendrait à passer dans le bois.
De ce promontoire, on peut choir sur la proie, lui enfoncer les crocs dans la nuque et basculer sur le côté pour lui briser la colonne vertébrale. Encore faut-il avoir le pied sûr et choisir un arbre dont les branches ne fléchissent pas. Un instant alerté, la queue révélant la tache blanche de l'arrière-train pour avertir les congénères, les cerfs de Virginie reprennent leurs occupations coutumières. Sox met en place son plan de substitution. L'approche en tapinois. Un écureuil qui couine pour alerter les siens, il n'en fallait pas davantage. Le gibet s'est enfui. Adieu cerfs, biches et daims, nous nous retrouverons bientôt car je dois chaque semaine dévorer l'un de vous. Une biche curieuse s'avance. Elle ne doute de rien et ne redoute rien non plus. Elle veut voir de ses yeux le responsable du chaos. L'inconsciente gardera sa vie et le puma sa faim. La biche a eu de justesse le plus utile des courages, celui de fuir. Sur la grande prairie où paissent les bisons, le rideau va s'ouvrir sur le grand théâtre du Rut. Les mâles se donnent en spectacle. L'acteur le plus fougueux, celui dont porte à des kilomètres le grondement rauque, celui qui lutte avec plus de vaillance, celui qui s'agite et s'ébroue, celui dont impressionnent davantage les roulades dans la poussière et les jets d'urine, emportera les femelles de son choix. Se rouler dans la cuvette de terre meuble où un autre s'est vautré permet de prendre la prééminence sur lui et prépare à mieux lui régler son compte au combat. Les jours qui précèdent l'hiver forment l'ultime ligne droite sur le sentier du temps. Tout va se jouer en quelques semaines. Qui accumulera assez de réserves pour survivre au temps de glace? Qui aura le pouvoir? Qui transmettra ses gènes à une génération neuve? Chez les mouflons, les mâles passent parmi les femelles pour détecter à l'odeur lesquelles sont en chaleur. Entre eux, une première hiérarchie s'est établie pendant l'été en fonction de la taille de leurs cornes, volutes massifs qui croissent tout au long de la vie sans jamais tomber,
et s'orne d'un bourrelet supplémentaire à chaque hiver. Quelques conflits de prédominance se sont réglés au combat. À présent, il faut être celui qui saura choisir une femelle et la soumettre. Un mâle, puis deux, puis tout un groupe s'élancent à la poursuite d'une femelle disponible. Certains tenteront en vain de l'assaillir à la volée, mais seul la possédera le plus rapide et le plus endurant. C'est à une véritable chasse à courre que se livrent les béliers, et si parfois ils semblent renoncer, ce n'est en réalité que pour reprendre leur souffle, rassembler leurs forces, et l'instant d'après, courir plus vite et plus ardemment après la femelle forcée. Aïe Babo est un jeune autour des palombes femelles, rapace proche de l'épervier. L'autour des palombes est un chasseur redoutable dont la technique consiste à fondre sur une proie, au sol ou en l'air, avec la fulgurance d'un éclair. Un virtuose rusé, d'une férocité sans faille. Pour mériter une semblable réputation, Aïe Babo devait apprendre à chasser, sans pousser des cris malencontreux qui, au beau jour, faisaient fuir ses proies. Une poule faisane s'était lancée. Aïe Babo ne doit pas la manquer. Dans la confusion de leur étreinte, la victime a trouvé le moyen de se glisser au creux d'un buisson, entre deux rochers. Plutôt que d'aller la déloger dans son abri, Aïe Babo attend que la proie tente une sortie. Et c'est en plein vol que le rapace reprendra toutes ses chances. La manière dont les autours des palombes plument ou écorchent leurs victimes encore vivantes leur a valu une réputation de tueurs sanguinaires. Ils s'emploient à cette tâche avec méthode et rapidité. Ici, en cette saison et en ce lieu, la compassion, si elle existait dans la nature sauvage, serait une faute.
Dans la forêt, Mohoko a de nouveau gagné le droit de régner. Encore lui faut-il rameuter autour de lui son harem dispersé. Quand le cerf dominant s'attarde dans le bois en quête de femelles retardataires, il arrive qu'un jeune mâle de faible rang en profite. Il tente sa chance dans la clairière où se tient le harem. Mohoko poursuit sa recherche des biches écarées, humant le vent pour capter leur odeur. Il ignore qu'un intrus s'est glissé dans son sanctuaire. Quelques femelles énervées font mine de se battre. L'ordre se délite. Nul ne sait plus qui commande. Enfin, le maître revient en son royaume. L'usurpateur s'en ira comme il était venu, sans gloire, ayant laissé passer la chance que la nature lui a donnée de diversifier le capital génétique de la harde. Depuis des heures, un groupe de mouflons mâles a entrepris de traquer jusqu'à l'épuisement une femelle réceptive. Une véritable chasse à course est engagée. Les poursuivants et la victime sont exténués. Leur course s'est ralentie. À chaque instant, un mâle semble prêt à soumettre la femelle, mais un autre surgit, qui s'en rapproche davantage. La femelle n'en peut plus et mobilise sa dernière énergie pour ne pas consentir.
Soudain, les autres mâles ont renoncé et se sont disposés en un cercle de spectateurs. Le gagnant était déjà désigné. Tout n'était que préparatif, préliminaire et mise en scène, en vue de l'irruption du mâle dominant, que l'excitation gagne sous les yeux mêmes de ses rivaux. Tout s'est joué en quelques secondes. Un accouplement furtif, un éclair de plaisir, et la femelle, désormais, se refuse, se couche, et n'en démordra plus. Le mâle aimerait reproduire l'expérience, la volonté a changé de camp. Il n'obtiendra plus rien. L'hiver est arrivé comme un coup près, interrompant sèchement un été trop bref. De l'abondance estivale, il ne reste plus rien si ce n'est le capital de graisse que les mammifères ont accumulé sous leur peau. Cette abondance, ils l'ont aussi transmise en héritage à leurs petits, sous la forme d'un lait riche et gras. Il faudra désormais ne presque plus compter que sur cette richesse-là pour traverser l'enfer du froid. Certains bisons se battent pour se réchauffer, d'autres grattent la neige pour faire apparaître le carex, une plante herbacée qui constitue leur aliment favori. Quand la couche de neige dépassera 1 mètre, ils continueront de la creuser, par de grands mouvements pendulaires de la tête, jusqu'à révéler les dernières ressources de la prairie gelée, lichen, mousse ou herbes sèches. Certains mammifères affrontent l'hiver en se plaçant dans un état plus ou moins végétatif, qui va de la léthargie, simple ralentissement des fonctions vitales, à l'hibernation, qui se traduit par une chute de la température corporelle et un état de torpeur. Sako, le porc-épic, n'hiberne pas, mais l'hiver, il ne s'éloigne guère de sa tanière, où il s'abrite quand le point de congélation est atteint. Quand le temps est sec, il part à la recherche de nourriture à n'importe quel moment du jour. En hiver, Abizi le coyote se régale des charognes de ceux que le froid a tués. Il surveille les trous à la surface des lacs gelés. Il lui arrive même de s'intéresser aux castors, aux serpents ou aux porcs-épics. Abizi regrettera sa témérité. 2 des 30 000 piquants que porte le porc-épic américain, et dont certains mesurent plus de 12 cm, se sont fichés dans sa lèvre inférieure. Il se termine par une petite barbe d'aiguillon microscopique que l'humidité fait gonfler dans la chair
où ils se sont plantés. Sako se hérisse à volonté car chacun des piquants est commandé par un petit muscle individuel dit horripilateur. Les piquants perdus repoussent en quelques semaines. Leur perte ne désarme pas l'animal. Ni la neige, ni ses gesticulations ne calmeront la douleur d'Abizi le coyote. Il faudra plusieurs jours pour qu'il parvienne à se débarrasser des piquants. Ses aptitudes à l'apprentissage ne suffisent pas à le prémunir contre de tels désagréments. Dans certains parcs nationaux nord-américains, on trouve jusqu'à 70% de coyotes portant dans leur pelage des piquants de porc-épic. Les températures sont inférieures à 25 degrés Celsius au-dessous de zéro. L'hiver ressemble désormais à ce qu'il est vraiment. Une fracture du temps. Un précipice entre deux belles saisons où l'on risque à chaque instant de s'abîmer. Inap et Wamit, deux loups, un mâle et sa femelle, tentent, comme tout ce qui vit encore, de trouver assez d'énergie pour traverser ce temps de glace et de neige. Malheur aux faibles que la saison rend encore plus faibles. Un jeune bison a succombé au croc d'un puma. Il reste sa carcasse, peu honorable trophée pour un chasseur capable, en meute, de tuer avec ses propres armes les plus nobles proies. La charogne a déjà reçu la visite des coyotes et des corbeaux, mais on ne peut faire la fine bouche devant les protéines qu'elle contient encore. Tandis que Wamit s'attable, Inap, la femelle, court pour se réchauffer. Elle n'aura accès au trésor qu'en second lieu, quand son conjoint et maître se sera servi. La faim est trop forte. Inap tente une approche. Wamit a tenté de soustraire la carcasse à la convoitise de sa femelle, mais celle-ci a eu le temps de l'expertiser. Le peu de chair qui adhère encore aux os est congelé. Il n'y a rien à en espérer. Wamit s'obstine. La force de sa mâchoire est telle qu'il peut aller chercher un peu de moelle au cœur d'un fémur de bison qu'il brise, même gelé, en exerçant sur lui une pression de 40 kg par centimètre carré. Wamit et Inap gardent le contact avec les meutes environnantes. Dans le lointain se discerne, colonne noire barrant l'horizon, la tempête de neige qui accable le troupeau de bisons aussi bien que les loups Wamit et Inap. L'énorme masse sombre se rapproche peu à peu, mais deux jeunes cerfs de Virginie, occupés à brouter les dernières herbes sèches, bénéficient du calme qui règne encore dans la vallée. Un jeune mâle se laisse émouvoir par une femelle qu'il croit en chaleur. Lui-même ressent les derniers spasmes d'une excitation condamnée, car la période du rut est normalement terminée.
C'était un ultime éclair de vigueur avant que le froid engourdisse tout désir. Dans quelques jours, le mâle perdra ses bois, que quelques rongeurs grignotera aussitôt pour épuiser le calcium qui lui manque. Malgré la dureté de l'hiver, certains habitants de l'Ouest canadien, dont l'espèce est migratrice, renoncent en nombre croissant à passer ailleurs les mauvais jours. Le merle américain est de ceux-là. Wamit le loup a enfin trouvé une carcasse de biche plus généreuse qu'à l'accoutumée. Sa compagne le presse de partager. C'est l'occasion d'exhiber la panoplie des signes extérieurs de dominance. Inap, la femelle, s'empare d'une patte que son compagnon néglige. Celui-ci a un autre projet. Garder la tête où se conserve un encéphale goûteux et l'enterrer secrètement en prévision de pire disette. Le gel et les eaux ont façonné cette région du monde. Le dernier âge de glace, qui s'acheva voici 11 000 ans, donna leur physionomie aux montagnes rocheuses. Et depuis, chaque hiver offre à la terre canadienne une sorte de mini-glaciation qui transforme le paysage, érode le roc et prend des vies. Près d'une rivière que le gel n'a pas encore saisie, un élan femelle arrache de sa lèvre supérieure saillante, large et mobile, quelques rameaux de sapin baumier, de cornouiller, de bouleau, de saule ou d'érable. À proximité, un mâle vaque aux mêmes occupations et ça et là utilise les glandes situées près de ses yeux pour déposer sur un arbrisseau une sécrétion odorante. La femelle a une fille, née au printemps précédent que les flocons de neige mettent en liesse. La jeune femelle découvre pour la première fois à quel point la nature l'a équipée pour l'hiver. Son sabot fourchu en particulier s'écarte et offre une surface plus grande, augmentée du point d'appui supplémentaire que forme un ergot latéral. Tant d'allégresse a attiré l'attention d'un second mâle, surpris. Normalement, quand il fait si froid, les élans limitent leurs activités pour une meilleure conservation de l'énergie. Normalement, la saison n'est pas à l'exubérance.
paquet de neige ayant douché son enthousiasme, la jeune femelle se calme et se retire. Le visiteur intrigué renonce à la suivre. Le spectacle est terminé. Il s'enfonce dans la forêt d'où il était venu. En hiver, les loups chassent volontiers de jour. Mais quelle que soit la période, la nuit est leur complice, qui résonne de ces hurlements par lesquels, animaux sociaux par excellence, ils s'identifient à leurs congénères. Sonne le rappel de la meute, annonce la chasse ou simplement cherchent à se stimuler. Avant que le manteau de neige ait totalement recouvert le sol, les ours bruns se sont enfoncés dans une tanière. La souche d'un arbre creux, une cavité dans le rocher ou l'espace qu'ont dégagé les racines d'un arbre abattu. Contrairement à ce que l'on croit, les ours bruns n'hibernent pas complètement. Certes, leur rythme cardiaque se ralentit, ils ne s'alimentent plus et ne vivent que sur leurs réserves de graisse. Ils ne défèquent plus, mais leur température corporelle ne s'abaisse que modérément. Et si un adoucissement se produit, ils sont capables de s'éveiller en plein cœur de l'hiver et de tenter une brève sortie hors de la tanière. Parfois, on ne sort de sa torpeur que par erreur. On hésite, on tâte l'air. On espère le printemps qui n'est pas là. Ce n'était qu'un mirage. Il ne reste plus qu'à s'enfouir de nouveau dans la tanière protectrice. L'hiver règne encore, sans partage ni pitié.